Dans quelles actions investir en bourse en 2020? Bonjour à tous les investisseurs, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'année à venir qui, un peu à l'image de l'année 2019 d'ailleurs, s'annonce assez mouvementée en bourse. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de se livrer à une courte étude du contexte macroéconomique global pour mieux guider nos décisions d'investissement. Et suite à ça, nous en déduirons le type de société dans lesquelles il est potentiellement le plus pertinent d'investir en 2020. Et nous terminerons cette vidéo évidemment par une liste concrète de sociétés dans lesquelles investir. Si vous voulez passer directement à la conclusion de l'analyse économique, vous trouverez le raccourci dans la description de la vidéo. On va essayer de faire les choses assez simplement et assez rapidement, donc je vous conseille quand même de regarder cette partie-là. Et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Value Investing, sur laquelle on parle d'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez également vous inscrire au mail privé et télécharger le guide de l'investisseur Value. Tous ces liens sont dans la description. Allez, c'est parti. Commençons par un petit peu de théorie. L'histoire montre que l'économie mondiale fluctue de manière cyclique, en ayant tendance à suivre des modèles récurrents, c'est ce qu'on appelle les cycles économiques. Et durant ces cycles, des phases de croissance et de récession se succèdent. Et c'est important de comprendre ces cycles parce que sur le moyen terme, la performance des actifs, donc notamment nos actions, fluctue également en ligne avec ces cycles. Le graphe que vous pouvez voir ici, donc un graphe tiré de Fidelity, illustre bien le fonctionnement de ces différents cycles avec les caractéristiques de chacune des phases. Vous pouvez aussi voir l'évolution de l'inflation, la performance des actifs au fil de ces phases. On caractérise notamment ces phases par plusieurs indicateurs clés, dont l'état des bénéfices des sociétés, les taux d'intérêt des banques centrales, l'inflation, le taux de chômage et l'indice manufacturier PMI dont on reparlera plus tard. Et l'état de ces indicateurs clés permet généralement de reconnaître la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve. De manière assez simple et logique, on distingue 4 phases différentes. La première, c'est la phase de début de cycle, donc qui suit une phase de récession, durant laquelle on va observer une forte croissance du PIB et de la production. On observe aussi une forte croissance des marges et des bénéfices des sociétés durant cette phase. Elle est suivie par la phase de milieu de cycle, qui est la phase la plus longue, marquée par une croissance plus modérée et des situations financières saines des entreprises. Ensuite, on a la fin de cycle qui coïncide avec un pic de l'activité économique. La croissance demeure positive mais ralentit considérablement et on observe une inflation croissante durant cette phase. Le marché du travail, quant à lui, se tend et combiné à l'inflation, il participe à réduire les marges des entreprises. Les niveaux de valorisation des entreprises à ce moment-là paraissent alors assez élevés. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo explicative du fonctionnement du PER, dont le lien se trouve dans la description. Et on termine naturellement ce cycle économique par une phase de récession, durant laquelle évidemment les bénéfices des entreprises diminuent et les crédits se font rares. Voilà pour la théorie. Maintenant concrètement, où est-ce qu'on en est dans ce cycle économique en 2020? Eh bien, pour répondre à cette question, on va regarder de plus près certains indicateurs en se basant sur les études de JP Morgan et les données de la Fed. Si vous voulez creuser le sujet, vous trouverez le lien des sources dans la description de la vidéo. Le premier indicateur qu'on va regarder, c'est le taux de chômage aux États-Unis. Et ce taux de chômage, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, diminue depuis 10 ans et est à son plus bas depuis 1969. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, dans ce contexte, les entreprises doivent rivaliser pour attirer les futurs embauchés et donc doivent augmenter leur salaire. Et on considère que lorsque le taux de chômage est de 4% au moins, il est difficile pour les entreprises de se développer car elles ont du mal à trouver de bons travailleurs. Un taux de chômage bas est donc perçu en fait comme un obstacle à la croissance. D'autre part, les services, les biens intermédiaires, les matières premières voient leur prix augmenter pour faire face à une demande toujours plus importante. Et cette hausse des coûts est en partie absorbée par les marges bénéficiaires des entreprises, mais comme vous pouvez le voir sur ce graphe, celles-ci sont en diminution désormais régulièrement depuis 2015. En résumé, ce qu'on peut en déduire, c'est que les limites d'employabilité qui sont atteintes par les entreprises aux États-Unis, combinées avec des coûts plus élevés, est un premier signe indiquant que nous sommes en fin de cycle économique. Le second indicateur qu'on va regarder, c'est l'indicateur manufacturier PMI. Cet indicateur est aussi utile pour évaluer notre position dans le cycle économique, car il mesure le niveau d'activité des directeurs. Et au-delà de 50, on considère qu'on est dans une phase d'expansion et de contraction sinon. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphe, cet indice chute désormais depuis mars 2018 aux USA. Et d'après cette même étude de JP Morgan, il semble que le marché et le cycle de fabrication soient proches de leur creux. Ce graphique montre aussi la variation d'une année à l'autre des rendements des actions et du PMI manufacturier mondial de 2003 à 2019. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces deux données ont tendance à être corrélées. Pour les taux d'intérêt, maintenant, on en entend beaucoup parler en ce moment, et comme le montre ce graphique, en novembre 2019, la Fed a abaissé ses taux d'intérêt pour la 3e fois depuis août 2019.
Dans sa déclaration, Jérôme Powell a d'ailleurs laissé entendre qu'il pourrait être en mesure de maintenir ses taux en suspens tant que l'économie le permettait. Et d'après cette même étude de JP Morgan, la Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base supplémentaires, c'est-à-dire 0,25%, d'ici le milieu de l'année 2020. Et le cycle de réduction des taux d'intérêt est donc soit terminé, soit très proche d'être terminé. Alors ce qu'on peut en retenir de tout ça, c'est que nous sommes actuellement dans la 11e année d'expansion économique des USA, ce qui en fait la plus longue période de croissance jamais connue par le pays. On aurait pu parler d'autres indicateurs macroéconomiques, on aurait pu y passer des heures, mais ceux cités précédemment indiquent déjà que nous sommes en fin de cycle. Et d'après l'étude de JP Morgan, ce cycle peut continuer à évoluer jusqu'à ce que soit les taux d'intérêt remontent pour atteindre des niveaux élevés, soit un événement extérieur majeur vienne impacter le paysage actuel, c'est-à-dire par exemple une catastrophe naturelle, un événement géopolitique ou une action politique majeure, ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Le graphe que vous voyez ici de Fidelity illustre la position des différentes économies dans le cycle économique, l'Europe et les US étant particulièrement en fin de phase d'expansion. Et on notera que pour les économies en développement, une récession de croissance est définie comme étant une baisse importante de l'activité par rapport au potentiel économique à long terme d'un pays. Et c'est ce qui explique la position de la Chine en phase de contraction, bien qu'il n'y ait pas à proprement parler de contraction de son économie. Alors très bien, on en est en fin de cycle économique, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, afin de protéger leurs marges, les entreprises augmentent leurs prix, ce qui engendre de l'inflation. Et afin de réduire la demande et de freiner cette inflation, eh bien, les banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt. Et si ces taux remontent de manière importante, eh bien, la dette devient trop chère, ce qui peut provoquer une récession. Et lorsque cela se produit, eh bien, évidemment, les marchés financiers se dégradent et ça, on n'aime pas. Et si on combine ça avec des niveaux de valorisation des actions qui sont en ce moment extrêmement élevés, eh bien, il faut investir en connaissance de cause et en étant psychologiquement prêt à affronter une large chute des indices, voire un crack. Et notre patrimoine doit également être prêt à y faire face, c'est-à-dire pas 100% investir en actions, mais avec une part importante de liquidité, de commodités, de matières premières ou d'autres types d'actifs comme de l'immobilier ou des crypto-monnaies par exemple. Pour nuancer ce propos, on remarquera tout de même que 2020 sera marqué par les élections aux États-Unis et que Donald Trump a tout intérêt à faire en sorte que les indices restent au plus haut cette année. Historiquement, on remarque d'ailleurs que sur les 23 années d'élections présidentielles américaines depuis 1928, seules 4 ont connu un S&P 500 au rendement négatif. Alors, malgré ça, si on reste quand même focalisé sur le marché action, dans quel secteur est-ce qu'on va pouvoir s'orienter ? Eh bien, une étude menée par Fidelity, illustrée sur ce graphe, met en évidence les secteurs qui performent historiquement le mieux selon les différentes phases du cycle. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fin de cycle économique, les secteurs dans lesquels il est préférable d'investir sont les services de la santé, la consommation de base, les services publics, les matières premières et l'énergie. Et on comprend en fait que ce sont des secteurs essentiels dont une demande minimale est systématiquement assurée, même en cas de contexte économique défavorable. Et en fait, la population aura toujours besoin d'avoir accès à la consommation de base, à l'eau, l'électricité, l'énergie et les services de la santé, quel que soit le contexte économique. Dans ces secteurs-là, quel type de société est-ce qu'on va aller rechercher ? Eh bien, en fin de cycle économique, il est recommandé d'investir dans des sociétés pouvant absorber les effets d'un contexte défavorable, c'est-à-dire des sociétés aux revenus stables, récurrents et prévisibles, financièrement saines, à bas risque et avec un besoin de recours au crédit limité, et finalement de grosses capitalisations supérieures à 10 milliards de dollars. Le meilleur pari reste les sociétés détenant un pricing power, c'est-à-dire le pouvoir de fixer leurs propres tarifs. Et ce pricing power-là leur permet en fait de sécuriser leurs marges dans un environnement où les coûts augmentent comme on l'a vu tout à l'heure. Ces sociétés-là sont généralement caractérisées par des actifs incorporels difficiles à répliquer, c'est-à-dire une marque, un brevet, de la fidélité client ou un gros réseau de distribution par exemple. Apple ou Coca-Cola sont des exemples classiques de marques détenant un pricing power grâce à leur image de marque justement. Typiquement, un consommateur sera prêt à payer plus cher pour acheter un smartphone Apple contre un Huawei par exemple, ou une bouteille de Coca contre une bouteille de Pepsi par exemple. Et enfin, attention aux actions à momentum qui peuvent bien performer en fin de cycle économique, mais dont la tendance peut vite s'inverser dès que les taux d'intérêt remontent, donc pas forcément un pari pour du long terme ou du buy and hold. Allez, pour illustrer tout ça, regardons quelques exemples concrets de sociétés. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas ici de recommandations d'achat explicites, mais d'exemples qui visent à illustrer les propos précédents. Et tout acte d'achat doit évidemment se faire en connaissance de cause, en compréhension du contexte et doit être cohérent au sein de son propre patrimoine personnel.
La première société dont je voulais vous parler, elle sort un petit peu de ce contexte, mais je trouvais quand même intéressant de la mentionner, c'est Ipsen, qui est une société de biopharmaceutique française, donc à loger sur un PEA, c'est-à-dire un support d'investissement à la fiscalité allégée. Et elle vise à devenir leader dans le traitement des maladies invalidantes et possède une présence internationale équilibrée entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde. Et le groupe affiche clairement une ambition élevée de sortie d'un médicament par an sur le marché. Du côté des opportunités, eh bien Ipsen est sur un marché en très forte croissance et on parle d'une croissance ici à 2 chiffres sur les 5 prochaines années, c'est-à-dire estimé plutôt aux alentours des 15 à 18%. Les états financiers de la société sont quant à eux très sains, avec très peu de dettes, des taux de rentabilité particulièrement élevés. Et la stabilité de la société doit donc lui permettre d'encaisser des coups durs. Ipsen rachète régulièrement ses propres actions, ce qui enrichit naturellement les actionnaires, et ça c'est bon pour nous. Les actions de la société s'échangent aujourd'hui à un prix très attractif aux alentours des 70 €. Il y a quelques mois, certains analystes prévoyaient que l'action monte à 200 €, mais le groupe a rencontré quelques mauvaises nouvelles fin 2019 et début 2020 aussi. Et je saute d'ailleurs sur l'occasion pour vous rappeler d'apporter une vigilance particulière aux prévisions des analystes. Évidemment, si on a des opportunités, on a aussi des risques importants puisque l'action a chuté de manière importante ces derniers mois et la société n'a en fait plus de PDG actuellement à sa tête et ça on n'aime pas car on recherche un management de confiance, donc on croise les doigts pour la suite. Les médicaments génériques concurrents, eux, menacent directement le produit phare du groupe numéro 1 en termes de vente qui est Somatuline. Et la société est par ailleurs fortement dépendante à 3 médicaments qui assurent près de 2 tiers des ventes. Et enfin, ce qu'on retiendra, c'est que le cours de vente de l'action est sensible aux annonces de la concurrence et aux résultats des examens cliniques en cours. En cas d'examen clinique donnant des résultats négatifs, l'action peut vite plonger et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé fin janvier. Clairement, si Ipsen est si rentable, c'est parce qu'elle détient des brevets et des monopoles, mais si elle perd un de ces monopoles sur un de ses médicaments, eh bien elle devra partager le gâteau, d'où l'objectif de sortie d'un médicament par an pour se couvrir. Alors Ipsen, c'est un investissement pour qui? Eh bien avec le risque planant sur son médicament phare, le titre n'est clairement pas le moins risqué du marché. Et donc c'est plutôt un achat spéculatif, mais avec une bonne balance risque sur gain potentiel, vu de sa valorisation actuelle de 70 €. Si vous avez déjà un gros portefeuille bon père de famille, de grosses capitalisations détenues sur du long terme, pourquoi pas y rajouter un petit peu de piment tout en étant au courant du contexte. Ipsen est à mon sens une société de choix pour 2020 aux activités rentables et aux états financiers solides dans laquelle je possède moi-même d'ailleurs des actions avec un objectif long terme évidemment. On notera cependant qu'avec une capitalisation de 7 milliards d'euros, Ipsen ne coche pas la case de la grosse capitalisation et n'a pas la stabilité préconisée plutôt, mais je trouvais quand même intéressant d'évoquer le titre. Toujours dans le secteur de la santé, mais ce coup-ci avec une autre dimension, c'est Johnson & Johnson. Elle occupe la place de la plus grande capitalisation mondiale en healthcare et de loin, avec 384 milliards de dollars de capitalisation et plus de 260 filiales diversifiées opérant à travers le monde. Les analystes prévoient des revenus en croissance de 6% par an sur les 5 prochaines années. Ce sont des niveaux de croissance qui sont cependant bien en deçà de ceux de nombreux titres du secteur, mais ces autres titres n'ont pas sa stabilité. On notera par ailleurs que parmi toutes les sociétés américaines cotées en bourse, seules 2 se sont vues attribuer la si convoitée cote de crédit AAA, Microsoft et Johnson & Johnson. Et la société est donc en parfaite position pour payer ses dettes. Sa taille de géant, sa diversification, ses perspectives de croissance et sa stabilité financière en font donc, vous l'avez compris, un parfait titre défensif. Quant à sa valorisation, eh bien le titre s'échange actuellement à un PER de 16, ce qui se situe sous ses niveaux historiques de valorisation. Sans que l'action ne soit sous-valorisée, on pourrait qualifier ce prix de raisonnable. Et encore une fois, afin de mieux comprendre la signification du PER, je vous renvoie vers la vidéo correspondante, vous trouverez le lien dans la description. Côté dividende, le groupe distribue un dividende en augmentation depuis 57 années consécutives et son rendement actuel est de 2,6%. Johnson & Johnson, vous l'avez compris, constitue donc une opportunité de choix pour l'investisseur cherchant un titre défensif en 2020, distribuant un dividende fiable et au niveau de valorisation acceptable. Allez, maintenant on change de secteur. Pour la troisième valeur, c'est Danone. Donc on passe dans le secteur des consommations de base. Danone est un des plus grands groupes agroalimentaires mondiaux et la société est domiciliée en France et peut donc se loger également sur un PEA. Le chiffre d'affaires du groupe est réparti sur 3 segments, les produits laitiers d'origine végétale, les produits de nutrition spécialisés et les eaux conditionnées. On notera par ailleurs que sur ces 2 premiers segments, Danone est le premier acteur mondial et le 3e acteur sur les eaux conditionnées.
Les résultats de la société publiés au troisième trimestre 2019 se sont révélés inférieurs aux attentes des analystes, ce qui a eu pour conséquence d'engendrer une chute progressive de son cours en bourse, passant de 82 € en septembre 2019 à 71 € en janvier 2020. Il est aussi estimé que la croissance de certains secteurs devrait ralentir en 2020, les produits laitiers en Russie et aux États-Unis, et les eaux minérales en Asie et en Europe, ainsi que les produits d'origine végétale, d'où cette baisse des cours. Malgré le pessimisme actuel qui se reflète dans les cours de l'action, Danone conserve une rentabilité élevée avec une marge d'exploitation de plus de 14% et une marge bénéficiaire de près de 9% en 2019. Son chiffre d'affaires pour 2020 est également prévu en croissance de 2,5 à 3%. Grâce à cette baisse du cours de l'action au troisième trimestre 2019, Danone s'échange désormais à un PER de 18 environ, contre 20 pour Nestlé ou Unilever par exemple. Cette valorisation est donc légèrement inférieure à sa moyenne entre 2014 et 2019, à savoir un PER plutôt aux alentours des 20. On notera également que le géant de l'agroalimentaire est un payeur de dividendes fiable avec un dividende par action en croissance perpétuelle depuis 2007 et un rendement du dividende moyen de 2,58% sur les 5 dernières années. Allez, restons dans le secteur de la consommation de base pour cette quatrième valeur qui est Coca-Cola. Coca-Cola est donc le premier groupe de production et commercialisation de boissons sans alcool au monde. La société détient certaines des plus grandes franchises de boissons au monde et est également un réseau de distribution mondiale incontestable. Le géant est à l'origine d'environ 3% des boissons consommées chaque jour dans le monde et donc ça va bien au-delà de la marque Coca-Cola. Le groupe dispose d'un avantage compétitif multiple, à la fois par l'image de marque, par le secret de fabrication, son réseau de distribution et sa capacité d'adaptation à l'évolution des préférences des consommateurs. Une affaire récente qui illustre d'ailleurs parfaitement la puissance de la marque a éclaté début 2020 en France. Faute d'accord commercial entre Coca-Cola et le groupe de distribution Intermarché, le géant de la boisson a interrompu ses approvisionnements au 1er janvier. Étant donné que celui-ci détient 75 à 90% des parts de marché de cola, Intermarché a saisi le tribunal de commerce pour abus de position dominante. Et on mesure bien ici par ce type d'affaires l'impact qu'a la marque sur son réseau. Cet avantage se retranscrit d'ailleurs dans les marges réalisées par le groupe, avec une marge d'exploitation de 28% et une marge bénéficiaire de 23% en 2019. Ces marges-là placent la société parmi les plus rentables de son secteur. Le chiffre d'affaires est quant à lui attendu en croissance de 4 à 6% dans les prochaines années, entraînant par la même occasion une augmentation de ses niveaux de marge. Le dividende versé par action est quant à lui en augmentation depuis plus de 40 ans, avec un rendement du dividende moyen de 2,82% sur les 5 dernières années. Quant à sa valorisation, l'action s'échange aujourd'hui à un PER de 31, ce qui est supérieur à sa moyenne des 10 dernières années, se situant plutôt aux alentours de la vingtaine. Dans une optique long terme, on attendra donc clairement un repli du cours de l'action pour se positionner sur cette valeur. Allez, pour la dernière valeur de cette liste, je vous propose de changer de secteur et maintenant on va aller du côté des matières premières et on va s'intéresser à Air Liquide. Donc Air Liquide, c'était un des leaders mondiaux de production de gaz industriel et médicaux. Basée en France, la société est également éligible au PEA. Présente dans plus de 80 pays à travers le monde, la société a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros pour une capitalisation boursière de 61 milliards d'euros. La société est très diversifiée et très bien placée sur des marchés à la fois prometteurs et défensifs, notamment ceux de la santé, de la cogénération d'énergie ou de l'hydrogène. La société affiche clairement son ambition d'innovation à travers des investissements dans des programmes de recherche et développement dans ces secteurs clés d'avenir. Le groupe est d'ailleurs le leader du segment de l'hydrogène en détenant plus de 33% de ce marché dans le monde. Dans le secteur de la santé, le groupe poursuit son développement, notamment en élargissant son offre de services en Europe. Air Liquide accompagne déjà à domicile 1,6 million de patients atteints de maladies chroniques à travers le monde et souhaite continuer à répondre aux besoins croissants des patients en offrant des solutions innovantes. Les contrats industriels de long terme et les contrats pluriannuels confèrent aussi à la société une excellente visibilité sur ses revenus futurs et donc de la stabilité. On estime qu'environ un tiers du chiffre d'affaires du groupe provient de contrats de 20 ans. L'industriel a également montré en 2018 que son cours résiste bien en période de baisse des marchés. En 2018 par exemple, le titre avait progressé de 3,2% dans un marché en recul de 10,9%. Quant à la politique de dividendes du groupe, elle en fait également une valeur attractive pour le long terme. Ces dividendes sont en hausse régulière d'une année à l'autre, la société distribuant plus de 50% de ses bénéfices. Air Liquide propose également un programme d'attribution d'une action gratuite pour 10 actions détenues tous les 2 ans.
En revanche, attention au niveau de valorisation actuel de l'action, avec un PER de 27 à ce jour pour un PER historique de 20 environ sur les 10 dernières années. On préférera se positionner sur un éventuel repli comme Coca-Cola, ou bien au moins en espaçant les allocations de capital. On va s'arrêter sur cette valeur et essayer d'apporter une conclusion à tout ça. Qu'est-ce qu'on va en retenir? Eh bien, en aucun cas, l'objectif de cette vidéo est de donner une liste de recommandations d'actions à acheter sans réfléchir. Le raisonnement général est ici à retenir plus que les noms des sociétés en elles-mêmes. Le but est de vous fournir des informations à mettre en perspective, vous permettant de mieux prendre vos décisions d'investissement. Ce qui est à retenir, c'est que nous sommes actuellement en fin de cycle économique et que nous allons de ce fait privilégier l'investissement dans des grosses capitalisations stables, à la santé financière saine et détenant un pricing power. En particulier, on sera particulièrement vigilant au niveau de dettes parfois extrêmement élevées dans un contexte de taux bas qui perdure. Les secteurs à privilégier sont ceux qui sont essentiels au quotidien, la santé, la consommation de base, les services publics, l'énergie et les matières premières. On aurait également pu passer à travers d'autres exemples de valeurs solides comme LVMH, Walmart, Franco-Nevada, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft ou les BATX pour miser sur le marché chinois, dans le secteur du luxe, de l'or ou des technologies. Et en fait, il existe de nombreuses entreprises méritant l'attention des investisseurs en cette période et il s'agira pour nous de repérer en amont les entreprises dans lesquelles nous souhaitons investir, donc qui respectent ces critères et surtout à quel prix nous souhaitons acheter ces actions. En cette fin de cycle, attention aux valorisations qui sont souvent très excessives. On atteint des plus hauts historiques sur les différents indices mondiaux dans un contexte de dégradation macroéconomique, ce qui invite évidemment à la prudence. Même la meilleure entreprise ne constituera pas un bon investissement long terme si elle est achetée trop cher. On veillera également à diversifier notre portefeuille sectoriellement et géographiquement, tout en allouant notre capital de manière étalée dans le temps et en conservant une partie significative de liquidité. En fait, on se tiendra prêt à affronter une phase de repli, un marché baissier ou même un crack qui nous apporterait de nouvelles opportunités pour de l'investissement à long terme. Dans ce contexte, il pourra être judicieux de diversifier son portefeuille en y intégrant d'autres actifs comme les matières premières, les métaux précieux ou les crypto-monnaies par exemple. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez du contenu de qualité sur la chaîne de Pierre GDL, dont le lien se trouve dans la description. Et voilà les investisseurs, maintenant c'est à vous de jouer. Dans quelle société ou actif est-ce que vous comptez investir en 2020? Partagez tout ça en commentaire. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, likez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça m'aide à faire gagner la chaîne en visibilité. Vous pouvez également vous inscrire au mail privé et télécharger le guide. Moi je vous dis à très bientôt et bons investissements à tous. Ciao!